Quatrième partie, le Fortin. Chapitre 16. Récit continué par le docteur. Comment le navire fut abandonné. On venait de piquer 1 heure et demie, comme disent les marins, quand les 2 canots quittèrent l'Hispaniola pour gagner le rivage. Le capitaine, le châtelain et moi discutions ensemble dans la cabine. S'il y avait eu la moindre brise, nous serions tombés sur les 6 mutins laissés à bord, puis nous aurions filé notre câble et gagné le large. Mais nul vent ne soufflait, et pour achever de nous réduire à l'impuissance, voilà que Hunter vint nous annoncer que Jim Hawkins était parti dans l'un des canots. Il ne nous vint pas à l'esprit de douter de lui, mais nous fûmes très inquiets sur son sort. Étant donné l'humeur des hommes, il y avait 50 chances sur 100 que nous ne le revoyions jamais. Nous montâmes sur le pont au pas de course. La poix bouillonnait dans les coutures. L'infecte puanteur de ce lieu me donna la nausée. Si jamais j'ai respiré quelque part la fièvre et la dysenterie, c'est bien dans cet abominable mouillage. Les 6 coquins grommelaient, assis à l'avant à l'ombre d'une voile. Sur le rivage, nous pouvions voir les yoles amarrées tout près de l'embouchure de la rivière, chacune gardée par un homme. L'un d'eux sifflait. L'attente nous paraissant insupportable, on décida que Hunter et moi irions à terre dans le petit canot, en quête de renseignements. Les yoles avaient appuyé sur la droite, mais nous nageâmes droit devant nous, en direction du fortin marqué sur la carte. Les hommes de garde dans les yoles semblèrent fort agités en nous voyant arriver. Le sifflement s'arrêta net, et les 2 coquins commencèrent à discuter sur ce qu'ils devaient faire. S'ils étaient allés avertir Silver, tout aurait pu prendre une autre tournure, mais je suppose qu'ils avaient reçu l'ordre de ne pas bouger, car ils décidèrent de rester tranquillement où ils étaient, et le sifflement se fit entendre à nouveau. La côte présentait une légère pointe, et je gouvernais de façon à la mettre entre nous. Ainsi, avant même de débarquer, nous avions perdu de vue les 2 yoles. Je sautai à terre, puis je me mis à marcher aussi rapidement que je l'osais, coiffé d'un grand foulard de soie sous mon chapeau pour me garder la tête au frais, et tenant en main 2 pistolets, tout amorcé par mesure de prudence. À peine avais-je parcouru 100 yards que j'arrivai au fortin. Presque au sommet d'un tertre jaillissait une source d'eau claire. Elle se trouvait enfermée dans une solide cabane de rondins pouvant contenir au besoin 40 personnes, et dont les 4 parois étaient percées de meurtrières permettant un feu de mousqueterie. Tout autour, on avait défriché une large étendue de terrain. Une palissade haute de 6 pieds, dépourvue de toute ouverture, complétait cet ensemble. Elle se composait de pieux trop bien plantés pour être abattus sans beaucoup de temps et de peine, et trop espacés pour abriter les assiégeants. Les occupants du fortin avaient tous les avantages pour eux. En demeurant tranquillement à couvert, ils fusillaient leurs adversaires comme des perdrix. Il leur suffisait d'avoir assez de vivres et de faire bonne garde. À moins d'une complète surprise, ils auraient pu tenir contre un régiment. La source me plut tout particulièrement. En effet, si la cabine de l'Hispaniola constituait une assez bonne forteresse abondamment pourvue d'armes, de munitions, de vivres et d'excellents vins, nous avions négligé un détail important. Elle manquait d'eau. J'étais en train de réfléchir à cela quand j'entendis résonner un cri d'agonie à l'intérieur de l'île. J'avais déjà assisté plusieurs fois à des morts violentes. J'ai servi sous les ordres de son Altesse royale, le duc de Cumberland, et j'ai reçu une blessure à Fontenoy. Mais je sais que malgré cela, mon cœur battit la chamade, car je songeais aussitôt « Ils ont tué Jim Hawkins !» C'est quelque chose d'être un vieux soldat, mais c'est mieux encore d'être médecin. On n'a pas le temps de lanterner dans notre profession. Je pris une décision immédiate. Sans perdre une seconde, je regagnai le rivage et sautai dans le petit canot. Par chance, Hunter ramait fort bien. Notre embarcation vola sur les flots. Nous arrivâmes bientôt à la goélette et je montai à bord. J'y trouvai mes compagnons profondément bouleversés. Le châtelain était assis, blanc comme un linge, songeant à la tragique aventure dans laquelle il nous avait entraînés. Un des 6 mutins du gaillard d'avant ne valait guère mieux. « Voilà un homme, » dit le capitaine Smollett en le désignant d'un signe de tête, « qui est novice dans ce métier. Il a failli s'évanouir, docteur, quand nous avons entendu ce cri. Encore un petit coup de barre et il viendra avec nous. » J'exposai mon projet au capitaine, puis à nous 2, nous fixâmes les détails de son exécution. Le vieux Redruth fut posté dans la coursive reliant la cabine au gaillard d'avant,
avec 3 ou 4 fusils chargés et un matelas pour se protéger. Hunter amena le canot sous le sabord de poupe. Après quoi, Joyce et moi entreprîmes d'y embarquer des boîtes de poudre, des fusils, des sacs de biscuits, des barils de porc, un tonnelet de cognac et mon inestimable pharmacie portative. Pendant ce temps, le châtelain et le capitaine étaient restés sur le pont. M. Smollett est là le patron de canot, l'homme le plus important du petit groupe de mutins. « Monsieur Hans, déclara-t-il, nous sommes 2 ici qui avons chacun une paire de pistolets. Si l'un de vous 6 essaie de faire le moindre signal, c'est un homme mort. » Les bandits semblèrent passablement déconcertés. Après un bref conciliabule, ils s'engouffrèrent dans le capot avant, avec l'intention manifeste de nous attaquer par derrière. Mais après avoir vu Redruth qui les attendait dans la coursive, ils rebroussèrent chemin et une tête se montra sur le pont. « À bas, chien !» cria le capitaine. La tête disparut aussitôt et pendant un bon laps de temps, ces 6 pleutres ne donnèrent plus signe de vie. Dans l'intervalle, jetant les objets pêle-mêle à mesure qu'ils se présentaient, nous avions chargé le petit canot autant que la prudence le permettait. Joyce et moi descendîmes par le sabord de poupe et gagnâmes la côte en faisant force de rame. Ce second voyage suscita une grande agitation chez les guetteurs près de l'embouchure de la rivière. De nouveau, le sifflement s'arrêta, puis, juste avant que nous les eussions perdus de vue, l'un des 2 hommes sauta à terre et disparut. Je songeai un instant à modifier mon plan et à détruire leurs embarcations, mais je craignais que Silver et les autres ne fussent dans les parages, auquel cas nous aurions risqué de tout perdre en voulant trop gagner. Après avoir touché terre au même endroit que précédemment, nous nous mîmes en devoir d'approvisionner le fortin. Nous fîmes le premier voyage à 3, lourdement chargés, et lançâmes les vivres par-dessus la palissade. Ensuite, ayant laissé Joyce pour les garder, un seul homme bien sûr, mais armé d'une demi-douzaine de fusils, Hunter et moi retournâmes au canot pour prendre un nouveau fardeau. Nous continuâmes de la sorte, sans jamais nous arrêter pour souffler, jusqu'à ce que toute la cargaison fût en place. Alors les 2 serviteurs se postèrent à l'intérieur du fortin, et je ramai de toutes mes forces vers l'Hispaniola. En risquant un second chargement, nous nous montrâmes beaucoup moins téméraires qu'il ne semble. Bien sûr, les mutins avaient l'avantage du nombre, mais nous avions celui des armes. Aucun des hommes à terre ne possédait de fusil, et avant qu'ils n'arrivent à portée de pistolet, nous nous flattions de pouvoir mettre hors de combat une bonne demi-douzaine d'entre eux. Le châtelain m'attendait au sabord de poupe. Il avait retrouvé tout son courage. Il saisit l'amarre et l'attacha, puis nous commençâmes à charger le canot comme si notre vie était en jeu. Cette fois, la cargaison se composa de porc, de poudre et de biscuits, plus un fusil et un coutelas pour chacun de nous. Le châtelain, Redruth, le capitaine, et moi. Nous jetâmes par-dessus bord ce qui restait d'armes et de poudre dans 2 brasses et demie d'eau, de sorte que nous pouvions voir l'acier briller au soleil bien au-dessous de nous sur le fond de sable fin. La marée commençait à baisser. La goélette rappelait sur son ancre. Nous entendîmes des voix lointaines se héler du côté des 2 yaules, et bien que nous fussions ainsi rassurés sur le sort de Joyce et Hunter qui se trouvaient beaucoup plus à l'est, cela nous avertit qu'il était temps de partir. Redruth abandonna son poste dans la coursive, puis se laissa tomber dans le canot que nous amenâmes ensuite sous la voûte du navire pour permettre au capitaine Smollett de s'y embarquer facilement. « Holà, garçon !» dit-il. « M'entendez-vous » Aucune réponse ne vint du gaillard d'avant. « Abraham Gray, c'est à vous que je parle !» Toujours pas de réponse. « Gray !» reprit M. Smollett en forçant un peu la voix. « Je quitte ce bateau et je vous ordonne de suivre votre capitaine. Je sais qu'au fond vous êtes un brave homme, et je crois que pas un d'entre vous n'est aussi mauvais qu'il le prétend. J'ai ma montre en main. Je vous donne 30 secondes pour venir me rejoindre. » Il y eut un silence. « Allons, mon ami, » reprit le capitaine. « Ne soyez pas si lent à virer de bord. À chaque seconde, je mets en danger la vie de ces messieurs et la mienne. » Soudain, il y eut un bruit de lutte, puis Abraham Gray, la joue balafrée d'un coup de coutelas, surgit sur le pont et rejoignit en courant son capitaine, comme un chien sifflé par son maître. « Je suis avec vous, commandant, » dit-il. Un instant plus tard, tous 2 sautaient dans le canot et nous poussions au large. Nous avions quitté la goélette sans encombre, mais nous n'étions pas encore installés dans notre fortin.